Cube Radio. En direct à LCN. D'aller suggérer de se mettre les deux mains dans les décisions de la Banque du Canada. C'est la réplique du premier ministre à la demande du chef péquiste de demander une pause dans la hausse du taux directeur à la Banque du Canada. On a vu que 2 premiers ministres au pays ont lancé un appel dans ce sens-là. Et là, les emprunteurs, bien sûr, retiennent leur souffle. On va savoir demain si le taux est maintenu à 5 % ou pas. C'est là-dessus qu'on commence notre joute des analystes avec Emmanuel, Paul et Mario. D'abord, Paul, explique-nous pourquoi les élus font ce genre d'intervention quand ils savent très bien où leur pouvoir s'arrête. Très, très bonne question, Sophie. Probablement deux raisons principales. Premièrement, c'est une décision qui a un impact sur tout le monde au pays en ce moment et ça commence à faire très mal. Et donc, des politiciens veulent montrer à leurs électeurs qu'ils s'en préoccupent et qu'ils s'occupent d'eux, sachant très bien les limites de leur intervention parce que, la lettre de Doug Ford est arrivée hier. La Banque du Canada avait de toute évidence pris sa décision. Ça ne changera rien. Et d'autre part, jusqu'à nouvel ordre, la Banque du Canada prend ses décisions de manière tout à fait indépendante. Donc, un coup d'épée dans l'eau en termes d'efficacité, mais probablement un petit coup politique, pourquoi pas. Mario? Oui, d'autant plus qu'il y a une espèce de huis clos. Les gouverneurs, même si aujourd'hui François Legault était intervenu, hier Doug Ford, probablement que les gouverneurs qui prennent la décision, pas la raison de dire la décision est probablement déjà prise. De toute façon, ils sont dans un huis clos comme des jurys, ils ne le sauraient même pas. Fait que c'est strictement du spectacle politique. Mais faisons attention. L'indépendance de la Banque du Canada, c'est pas un caprice ou une vision de l'esprit. Là. C'est basé sur une confiance qu'on veut dans l'économie, une confiance qu'on veut dans la monnaie du pays, que les humeurs des politiciens, que les tentations des politiciens de dépenser trop, d'imprimer de l'argent, n'affecteront pas la monnaie, que gérer la stabilité de la monnaie, c'est donné à des gens compétents, totalement en dehors de la politique, et on veut que ça reste comme ça. Et bon, là, clairement, des politiciens ont mélangé opportunisme et populisme là, en faisant semblant d'aller se mêler des affaires de la Banque du Canada. D'accord avec ça, Emmanuel? Ah, totalement. Je veux dire qu'un politicien explique que, selon lui, la banque ne devrait pas hausser ses taux, c'est légitime puis c'est correct. Mais quand on en est rendu à écrire à la banque, demander d'intervenir, c'est quoi, finalement? C'est faire semblant de faire quelque chose. C'est faire semblant d'avoir du pouvoir. Je pense que Mario l'a très bien expliqué. Le but de l'indépendance de la Banque du Canada, c'est justement de la mettre à l'abri des pressions politique. Moi, je trouve que c'est pas sérieux de s'engager dans cette voie. En même temps, c'est peut-être pas mauvais que tout le monde sache à quel point dans la société ça commence à faire mal et ils vivent pas dans une tour d'ivoire. Et ça, c'est légitime, mais sur l'efficacité de leur démarche comme telle, bon... Voilà. Ceci dit, je pense pas que la Banque du Canada va monter le taux demain, puis pas à cause des politiciens, bien plus à cause du rapport économique de la semaine passée qui montrait que l'économie du Canada ralentit, que les hausses font mal, et surtout que les hausses sont en train de ralentir considérablement les mises en chantier, la construction résidentielle, alors qu'on est déjà en pleine crise du logement. Là. Ça, la Banque du Canada voit les données économiques de fond. Et on voit aussi les risques en ce moment là, de l'éclatement d'une bulle immobilière, là, parce que les ménages s'endettent et ne remboursent pas leur emprunt, ne font que de plus en plus payer les intérêts. On a vu aussi des termes, ça n'a aucun sens, 135 ans là, d'hypothèque. Emmanuel, ça n'a pas de bon sens. Oui, je comprends, mais en même temps, je vais être la Cruella de la gang aujourd'hui. Mais il y a quand même une réalité, je pense, que la classe politique ne met pas au jour, parce que c'est pas populaire de le dire, mais ces ménages-là sont pris dans cette situation invivable-là parce que le marché de l'immobilier a été dopé, là, comme sur la cocaïne, là, depuis 2008, à des taux d'intérêt totalement ridicules. La réalité, c'est que des taux hypothécaires à 6 % historiquement au Canada, là, c'est pas inusité. Là. Puis là, je parle pas de l'époque où, tu sais, dans les années 80, mon hypothèque était à 20 là. Je veux dire, en 2006, les hypothèques étaient à 6 %. Ça a été mon cas à un certain moment. Et je t'assure, Emmanuel, ça a été mon cas et je t'assure que c'est pas fait. Souhaitons-nous de pas arriver là. En 2006, elles étaient à 6 En 2001, elles étaient à 7,5 C'est un niveau qui se rapproche davantage d'un niveau historique. Là. Je dois t'arrêter, Cruella. On va parler de ce temps tropical que nous avons ressenti aujourd'hui. Là, on a vu des élèves de l'Outaouais là, qui ont eu leur congé canicule comme on a des congés tempête de neige en hiver. Là. Plusieurs écoles fermées, Saguenay qui s'ajoute demain. Bon, énorme débat. Mario, est-ce qu'on exagère en fermant les écoles pour cause de chaleur? Oh, Emmanuel dit oui, mais son tour va venir. Moi, je trouve que oui. Et écrivez-moi pas pour me dire c'est pas drôle pour un prof.
Je le sais, je vous lève mon chapeau. Il y a des journées comme ça où le métier d'enseignant, mais les gens qui travaillaient sur une ferme ou dans d'autres domaines aujourd'hui, il fait chaud. Qu'est-ce que tu veux, il fait chaud. Il n'y a pas fait chaut du mois d'août, là, on a repris, il fait chaud, c'est ça la vie. Mais fermer les écoles, il y a des gens qui vont avoir 2 journées de tempête. Au 6 septembre, là, ils vont avoir 2 journées de tempête qui vont avoir été prises à cause de la chaleur. Sincèrement, je trouve ça exagéré. Paul? Sophie, il y a 2 critères, selon moi, qui doivent être pris en compte dans une telle décision. Est-ce que la sécurité ou la santé des enfants est vraiment en péril? Deuxièmement, est-ce que tous les moyens de fortune pour se rafraîchir ont été mis en œuvre par les dirigeants, par les profs, par la direction d'école, des ventilateurs déployés, tout ça? Parce que si on répond oui à ces 2 critères-là, pour le moment, il n'y a pas de problème. C'est la décision à prendre. Mais sinon, c'est qu'on a choisi la facilité. Il n'y a rien de plus facile que ça, fermer les classes. Mais Emmanuel avoue que les Mr. Freeze, on est jaloux, là. Oui, je comprends. Mais moi, je dis bravo au ministre Drainville d'avoir laissé ça dans la cour des écoles. Je suis certaine qu'il y en a des cas particuliers où c'est justifié peut-être de fermer l'école. Mais vous savez, Sophie, moi, j'ai une adolescente là, qui meurt 6 fois par jour, là, OK? Aujourd'hui, elle est allée à l'école, dans un secteur où on a fermé les écoles, puis elle n'est pas morte. Il faisait chaud, puis elle rentre à la maison, puis elle a pris un Mr. Freeze, puis ça finit là. Et voilà. Et vous restez là parce qu'au retour, on parle du Convoi de la liberté dont les 2 organisateurs sont actuellement devant la justice. Restez là. Alors, Alexandre, tu nous racontes une histoire qui a fait le tour du monde, qui a l'air d'une banalité au départ, qui n'est pas drôle parce que, bon, il y a eu décès, mais ça part d'un concours. Ça part, oui, plus une tendance. C'est devenu très célèbre, évidemment, grâce aux réseaux sociaux comme TikTok, Mario, de faire ce qu'eux appellent là, le One Chip Challenge ou le défi une seule chip. Hein? Puis on parle bien d'une chip, là, pas informatique, mais bien la chip qui se mange. Manger des chips. Là, manger des chips, effectivement. C'est la compagnie Paqui qui font ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, là, ils t'envoient pour la somme de 9,99 US. Tu te commandes ça sur Amazon. Ils t'envoient une chip, Mario. Pas 50, une. Qui vient même dans un espèce de petit cercueil, l'emballage qui est fait en carton. Et c'est une chip qui est faite avec 2 des piments les plus forts de la planète, le Naga Viper Pepper et ce qu'on appelle le Carolina Reaper, là, qui a été élu le plus piquant au monde par le livre des records Guinness. Là. C'est le genre de piment que quand tu les pelles ou tu les travailles ou tu les coupes, tu te frottes pas les yeux. Alors, c'est même écrit là, avec une longue mise en garde qui vient avec cette chip-là. Là. Le but, c'est que tu la commandes, puis c'est tellement fort que tu vas réagir immédiatement, là, tu vas pleurer, tu vas crier, c'est vraiment, vraiment brûlant, là, à un tel point où ça peut être, bien évidemment, dangereux pour les enfants, entre autres, les femmes enceintes. Il y a toutes sortes de mises en garde qui viennent avec cette chip-là. Mais c'est un défi, là, de manger la chip en question. Oui, puis même que sur le site de Paqui lui-même, là, ce qu'ils disent, c'est regardez le défi, là, c'est pas compliqué, si vous voulez être les durs de dur, vous filmez, tu te filmes en train d'ouvrir la chip, tu la manges, puis le but, c'est de tenir le plus longtemps possible sans boire de l'eau, du lait ou manger du pain, tous les trucs habituels qui sont faits pour être capable de venir... le feu dans la bouche. Là, ouais. Exact. Là, ça va d'1 minute jusqu'à 1 heure, là, théoriquement, là, sans boire de l'eau, sans même manger. C'est quelque chose qui est devenu très populaire sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que là, il y a un ado de 14 ans du Massachusetts, en ce moment, qui a essayé de relever ce défi-là, Harris Woloba, qui, là, le fait. Après ça, il a commencé à souffrir d'importants brûlements d'estomac, ce qui peut être normal lorsqu'on mange quelque chose d'aussi épicé que ça. Il aurait passé un peu de temps chez lui, se serait finalement senti mieux, aurait décidé d'aller à la pratique de basketball, devait s'y rendre, puis finalement a été retrouvé inconscient plus tard chez lui. Il en serait décédé. Là, pour l'instant, on a encore besoin de faire une autopsie pour confirmer que c'est bel et bien ça. Mais les coïncidences sont là. Est-ce qu'il y a des hypothèses? Tu décèdes de quoi? Mais là, c'est ça. C'est des bonnes questions qui sont posées, Mario. Une hémorragie? T'avais déjà un ulcère dans l'estomac, il s'est mis à saigner. Oui, on suppose évidemment qu'il y a une condition préalable qui vient autour de ça. Là, parce que théoriquement, manger épicé, c'est pas quelque chose qui est censé vous tuer, là, bien évidemment. Même s'il y a quand même des conditions autour qui sont assez spéciales. Ce qui m'amène à ma prochaine question, Mario. Est-ce que tu aimes manger épicé, toi? Oui et non. J'aime manger bien relevé, tout ça. Mais quand c'est trop fort, quand ça me brûle la gueule, je considère que je goûte plus rien. Là. Fait que j'aime manger épicé, cuisine mexicaine, indienne. Tu peux, tu sais, mais j'aime pas les concours de manger le plus fort possible, puis tous les nez qui coulent, puis les yeux qui pleurent. Je trouve ça complètement ridicule. Moi, je suis pas intéressé par la souffrance volontaire. Moi, t'es pas game, là? Non. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
C'est pas en rouspétant qu'on va finir cette pandémie, c'est en se faisant vacciner. Justin Trudeau, à différents moments de cette crise du soi-disant convoi de la liberté à Ottawa, qui appelle les manifestants à cesser de rouspéter. On s'en rappelle, une crise qui a paralysé la capitale pendant des semaines. De bien mauvais souvenirs, Emmanuel, qui remonte avec le procès de Tamara Lich et Chris Barber qui commence. Oui, et c'est la beauté d'avoir un système de justice pénale qui a lieu devant des tribunaux indépendants et un juge et non pas dans la cour de l'opinion publique. Parce que ce qui est intéressant dans ce procès-là, c'est que c'est pas le procès du convoi de la liberté, c'est pas le procès de comment ils ont occupé Ottawa. C'est le procès de ces deux individus et de leurs responsabilités individuelles et conjointes. Et il faut savoir que Tamara Lich est représentée par un des meilleurs criminalistes à Ottawa depuis des décennies. Et ce qu'ils vont essayer de démontrer, c'est où est-ce que ça devient un méfait? Est-ce que c'est le droit de manifester librement ou est-ce que c'est vraiment un méfait et l'entrave au travail des policiers? C'est ça qui va être intéressant de voir dans ce procès-là, justement parce que c'est l'action individuelle de tous et chacun. Oui, c'est Paul, celui qu'on entendait plutôt dire, ce n'est pas une occupation. Il ne faut pas parler de ça comme d'une occupation, mais d'une manifestation. Oui, mais il faut quand même avoir à l'esprit que parmi ces manifestants, il y avait des gens qui voulaient carrément renverser le gouvernement. Là, c'est le procès de deux des leaders, mais la question aussi de l'incompétence des services de renseignement du Canada, parce que ça venait depuis des jours, ça se préparait depuis des semaines. L'incurie de la police d'Ottawa également, qui a contribué à en arriver là. Mais c'est clair que, bon, c'est pas une page glorieuse de l'histoire canadienne, ne serait-ce que pour le recours à la loi sur les mesures d'urgence, mais quand même, c'était l'expression d'une colère dans la population. C'était pas tous des illuminés parmi les manifestants. Il y a des gens qui en avaient assez. Puis, 1 an et demi plus tard, force est de constater qu'il y a des questions à se poser sur la sévérité de quelques-unes des mesures qui ont été adoptées pendant la pandémie. Ouais. Ce qui peut ressortir de ce procès-là, Mario, ça peut être bon ou mauvais pour le gouvernement Trudeau? Et je pense aussi aux oppositions, M. Poilievre notamment. Je pense que ça va être sans impact. Je pense pas que M. Poilievre, de toute façon, lui, veut remettre en lumière le fait qu'il était un participant à ces manifestations-là. C'est ce monde-là, il a déjà tout leur vote. Il a sorti Maxime Bernier du décor. Il a fait ce qu'il avait à faire. Là, il veut s'éloigner de ça. Je pense pas qu'il y ait d'impact pour M. Trudeau. Non, moi, je pense que c'est vraiment... Moi, je me raccroche un peu à ce que dit Paul. C'est ça va peut-être même sauver, je sais pas comment le procès va tourner, mais ça va peut-être même sauver les accusés qui vont dire, regarde, nous autres, on est arrivés, ils nous ont laissé rentrer dans la ville, la police nous regardait, ils n'ont rien fait. Moi, ce que je retiens de ça, c'est vraiment ça, c'est l'incurie au départ des services de renseignement et des services policiers. Puis là, une fois des gens installés avec des gros camions, va les décoller de là. Une fois que tu les as laissés s'installer comme il faut, là, ils se sont rendus compte que c'était toute une aventure de les déménager une fois en place. Ce que je retiens, ce que vous dites tous les trois, c'est qu'on peut être très surpris par l'issue de ce procès-là. Puis, moi, j'oublierai jamais... Excuse-moi, Emmanuel, vas-y. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est loin d'être garanti qu'ils vont être condamnés, surtout les chefs d'accusation, justement, parce que c'est leur responsabilité individuelle qu'il faut démontrer. Ça va laisser un souvenir indélébile dans la mémoire collective au Canada. Il y aura eu un spa qui aura été installé sur la rue devant la Chambre des communes. Non, mais est-ce qu'il y a une autre capitale, un pays du G7 où c'est arrivé? Quand même. Ça nous fait une belle jambe. Parlant de... Allons maintenant au Parti libéral, caucus qui commence du côté de la Mauricie. Et tout de suite, la question, évidemment, de la chefferie est devenue centrale. Le chef intérimaire, M. Tanguay, a dit pourquoi il n'est pas intéressé, mais il veut que les aspirants manifestent leur intérêt. Est-ce que vous voyez un sauveur dans les parages, Mario? Mais il n'y en a pas d'aspirants. Il y a M. Beauchemin qui lui semble intéressé, Frédéric Beauchemin, mais... très peu connu du public. On sait pas, peut-être qu'il va... On a déjà vu des gens peu connus qui ont été de grandes découvertes, mais pour l'instant, cette course-là, c'est le désintérêt qui est frappant, qui est marquant. Ouais. Et aujourd'hui, monsieur... on a beaucoup insisté du côté des libéraux sur le fait qu'on allait être combatif. Mais il n'y a personne qui pense que les libéraux sont pas d'attaque. Au contraire, Marc Tanguay est très combatif dans sa nature. C'est plus une histoire de cohérence de message, de raison d'être du parti qui est en cause. Oui, c'était pas clair la cohérence du message sur la Banque du Canada aujourd'hui entre Fred Beauchemin, qui est supposé être un économiste et critique des finances, puis qui veut devenir chef. Moi, je dirais que le fond du problème, puis ce qui rend difficile d'attirer des candidatures, c'est que le Parti libéral traîne cette réputation d'être un parti qui ne pardonne pas l'échec à ses chefs.
Or, ce parti-là, pour se reconstruire, va avoir besoin au bas mot de 2 cycles électoraux. Mais si quelqu'un se lance là-dedans, il faut qu'il y ait la garantie qu'il y a au moins des chances d'avoir le temps de reconstruire le parti. Et je pense que c'est loin d'être clair en ce moment dans l'esprit des peut-être éventuels candidats potentiels. Et c'est tout un mandat, Paul. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours le nom de Marois Risky qui circule. Hier soir, je sais que Mario, tu lui as parlé ce matin, mais hier soir, je recevais la candidate libérale d'Argent-Talon qui a souhaité ardemment, Mme Havard, qui a souhaité ardemment que Mme Risky se lance dans cette course. Elle ne veut pas y aller pour les raisons que l'on sait. Bon, François-Philippe Champagne, la question lui a été posée aujourd'hui. C'était quand même admirable de le voir, de voir ses qualités de patineur, là, comment il a réussi à ne pas répondre tout en répondant, mais pas sûr que son intérêt est à Québec. Je pense qu'il est davantage à Ottawa. Oui. Les Marois Risky, c'est comme un combat terrible entre l'ego et le cœur. C'est souvent ça dans ces cas-là. Merci infiniment à vous trois. On se revoit demain. Au revoir. Au revoir.